Depuis des décennies, le gouvernement français multiplie les règles dans tous les domaines du quotidien. Règles pour la rénovation des logements, limitation à 80 km/h sur les routes secondaires, réglementation sur la taille des haies dans les jardins. À force de vouloir tout encadrer partout et en permanence, la norme s'étend et s'accumule, jusque dans les détails de la vie des Français, avec de lourdes conséquences, notamment fiscales. L'État légifère tellement qu'il lui arrive de perdre lui-même le fil et décide de créer des exceptions, donc de nouvelles lois, pour mener à bien ses propres projets. Christophe Eoch-Duval, auteur de l'inflation normative et fondateur de la plateforme Viginorm, a calculé que depuis les années 2000, le nombre de mots a plus que doublé dans la loi française, atteignant presque 48 millions de mots en 2025. Et malgré ce mammouth législatif, la société française n'a jamais paru aussi inégale, car plus on légifère, plus on complexifie, moins la loi devient la même pour tous. Christophe Eoch-Duval répond aujourd'hui à nos questions. Bonjour, et je vous remercie de m'avoir invité. La France est-elle malade de ses lois ? Quel diagnostic portez-vous sur l'inflation normative ? Vous savez, l'inflation des prix, c'est l'INSEE qui le calcule. Alors, il y a un baromètre mensuel dans lequel on met des ingrédients d'un panier. C'est toujours les mêmes, et l'INSEE le calcule toujours de la même façon. Donc, il va mettre la baguette de pain, et on va voir comment la baguette de pain elle évolue en prix, en francs, en euros, etc., depuis 1945. Eh bien, pour déterminer combien il y a d'inflation de normes, on ne peut plus s'en tenir au nombre de pages du journal officiel. On ne peut plus s'en tenir au nombre de l'épaisseur des codes. On ne peut plus s'en tenir au nombre de textes qui sont publiés chaque année. Pourquoi ? C'est trop compliqué à vous expliquer. Ce sont des règles légistiques complexes. Mais allons droit au but. On peut calculer cette augmentation par le nombre de mots. Alors, en 2000, quand on a été en mesure de numériser le journal officiel français, il y avait 22,2, je crois, ou de 22,3 millions de mots Légifrance. Je vais revenir un instant sur ce chiffre. En 2025, c'est-à-dire là, aujourd'hui, je peux vous annoncer, vous verrez sur le site viginorm.fr que nous actualisons ce site à la date anniversaire des 6 mois de M. Sébastien Lecornu. Nous sommes à 48,5 millions de mots. C'est-à-dire une progression d'abord de 114% entre 2000 et 2025, en 20 ans. Mais surtout, le nombre de millions de mots ne va peut-être rien dire aux auditeurs. Si je le traduis en nombre d'heures de lecture, ce sera peut-être déjà plus parlant. Car nul n'est censé ignorer la loi. Vous êtes d'accord avec moi ? Si vous l'infreignez, vous risquez une sanction. La norme est quelque chose qui est contraignante. Ce n'est pas une bonne pratique. Il faudrait, aujourd'hui, en être arrivé à vous arrêter à prendre un congé sabbatique pour lire tout le droit en 2907 ou 908 heures de lecture continue. C'est une folie. Et cette folie normative, effectivement, elle est vérifiée par cette preuve, j'allais dire maintenant, scientifique. Alors, évidemment, bien sûr, cette preuve scientifique de l'inflation normative, aujourd'hui, il faut en faire quelque chose, parce que cette croissance, elle ne s'arrête pas. Dans le site viginorm.fr que je vous ai cité tout à l'heure, nous publions l'inflation normative des 6 premiers mois de Sébastien Lecornu. C'est peut-être une petite croissance. Il a augmenté en 6 mois de 0,86% le droit précédent qu'il trouvait à Matignon lorsqu'il a pris ses fonctions. C'est une petite réduction par rapport à une croissance qui aujourd'hui est plutôt de l'ordre de 2 points à 2,5 par an. Elle s'explique de manière tout à fait conjoncturelle. C'est une petite déflation dans l'inflation. Une petite déflation subie et non voulue. Ce n'est pas qu'il veut réduire ou réellement simplifier le nombre de normes, c'est qu'il n'a pas la majorité législative au Parlement pour faire autant de lois qu'ils en faisaient avant. Et donc la planche à normes, ce qu'on appelle la planche à normes, comme à une époque, vous savez, au temps de l'inflation galopante, on parlait de la planche à billets. Eh bien cette planche à normes, elle a réduit un peu en cadence, parce qu'ils ont une majorité relative compliquée à gérer au Parlement. Voilà la situation dans laquelle on est. Comment cela se traduit-il pour les Français ? Quelles conséquences concrètes pour leur quotidien ? Alors les Français, ils ressentent cela. D'abord, les Français sont de différentes catégories. Il y a les Français qui sont simplement des administrés, qui peuvent être d'ailleurs aussi des bénéficiaires des normes. S'ils sont salariés, peut-être qu'ils peuvent trouver effectivement que l'inflation du Code du travail peut-être les protège ou les protégera, ou ils peuvent le penser. Mais il y a aussi parmi les Français des entrepreneurs, des petits chefs d'entreprise, petits commerçants, agriculteurs,
petits entrepreneurs de TPE, etc., et puis jusqu'aux entreprises plus importantes. Souvent, je fais une distinction entre les uns et les autres. Les Français, en général, trouvent insupportable cette inflation du nombre de normes. Parce que c'est souvent la norme qui la concerne, j'allais dire, dans leur jardin, qu'ils vont découvrir et qui va les faire bondir. Évidemment, c'est tout le phénomène des gilets jaunes, qui découvrent que la norme, qui est celle qui va réglementer de 10h jusqu'à midi simplement la tonte de son gazon, de son pavillon, c'est insupportable. Parce qu'évidemment, bien sûr, ils la découvrent d'abord. Ils découvrent ensuite qu'il y a un garde champêtre qui se promène dans le lotissement et qui vient mettre une amende aux ceux qui ont utilisé la tondeuse malencontreusement à 11h alors que c'était interdit. Ça, c'est une chose. C'est une chose, effectivement, qui déjà est irritante. Mais il y a, à mon avis, plus grave et plus sérieux, si je puis dire, dans la mesure où je ne dis pas que cet exemple que je donnais n'était pas sérieux. Les entreprises, et d'ailleurs, quel qu'elles soient leur niveau ou leur importance, elles ne peuvent pas se permettre de ne pas être aux normes. Se mettre aux normes, c'est une formule que nous avons tous. On se met aux normes parce qu'effectivement, qu'est-ce qui se passe? Si on ne le fait pas, une entreprise ne peut pas se permettre d'être en infraction. Il va lui tomber dessus l'inspection du travail, l'inspection de la DGCCRF, l'inspection du fisc, etc. C'est impossible. Or, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va se passer que, bien sûr, ces entreprises vont perpétuellement être en situation, peut-être d'infraction, de devoir ajuster leur process, de devoir ajuster leur production, de se mettre aux normes, certes, mais avec deux conséquences. La première, c'est la mise en concurrence. Est-ce que les normes que nous nous imposons au plan national sont les mêmes que s'imposent peut-être les producteurs chinois? Et la réponse est probablement non. Deuxièmement, souvent ce que nos concitoyens ne voient pas, et alors ce que nos politiciens et nos technocrates ne savent encore peut-être même pas, c'est que les normes s'incorporent dans les prix. Les normes ne sont pas gratuites. Le chef d'entreprise à qui on va changer une norme de plomberie, par exemple, il va la répercuter tout simplement dans la facture qu'il fait à son client de plomberie. Alors à la fin, bien sûr, c'est peut-être indolore dans un premier temps pour le client du plombier, mais si c'est peut-être un secteur plus concurrentiel encore, alors ça va peut-être d'abord provoquer le fait que je renoncerai, moi client, à des travaux de plomberie parce qu'ils ne cessent d'augmenter, par exemple. Ou alors, plus concrètement, parce que surtout, les chefs d'entreprise qui sont confrontés à une concurrence internationale subissent de plein fouet cette concurrence déloyale des normes nationales par rapport aux normes étrangères. Voilà, ça c'est un phénomène qu'il faut bien comprendre. Troisième point de critique, c'est que les normes nous échappent en termes de maîtrise démocratique. Alors évidemment, normalement, bien sûr, nous votons tous les 5 ans pour des députés et nous disons que ces députés font bien les choses en notre nom. Mais le problème, c'est que pendant 5 ans, effectivement, ce législateur, comme on dit, il décide de la production de normes sans plus tenir compte de ce que souhaitent, ce que veulent, ce qu'ont décidé, ce que pensent leurs électeurs. Et c'est 5 ans plus tard qu'on découvre ce qu'ils ont éventuellement fait pendant ces années. Et j'ai d'ailleurs un chiffre que je rapporte dans ce livre, L'inflation normative, et que j'encourage vraiment à lire. Je montre 2 courbes qui sont flagrantes. La courbe d'une part de la baisse continue depuis 1958 de la participation électorale au premier tour des élections législatives. Premier point, cette baisse elle est considérable. On est parti de 80% de participation aux élections en 1958, nous sommes aujourd'hui environ à un petit 50%. Mais en même temps, la courbe des normes que décident et que votent les législateurs, que nous avons élus avec une majorité qui s'effrite à ce point, elle ne cesse d'augmenter, 114% comme je disais. Il y a donc un paradoxe. Moins ils ont de représentativité démocratique, plus ils pondent des textes et des normes qui nous s'imposent à nous. Est-ce que nous sommes toujours dans une démocratie ou est-ce que nous n'avons pas basculé dans une forme de technocratie à mode électif? Alors il est à mode électif bien sûr parce que tous les 5 ans forcément nous votons, il n'y a pas de doute. Pendant 30 secondes, dans l'isoloir et dans son secret, nous sommes les souverains, nous sommes le roi, en quelque sorte à la place du roi. Mais en réalité, pendant 5 ans qui suivent le mandat, nous échappe complètement cette maîtrise démocratique de la norme. Et je vais donner un dernier exemple qui a fait beaucoup bondir récemment, encore, et même créé, après le mouvement des Gilets jaunes, un mouvement qu'on a appelé le mouvement des gueux. Des personnes ont découvert, de manière stupéfaite, que parce que leur voiture n'était pas critère 1 ou critère 2, elles avaient encore la bonne vieille 2 chevaux qui leur savait aller voir la belle-mère ou aller voir le médecin en ville, ils n'avaient plus le droit de rentrer en ville parce qu'était venue
une norme qui s'appelait la ZFE-M. Je vous passe sur les détails, bien sûr, la technocratie s'est inventée des acronymes. Ça veut dire zone à faible mobilité, zone à faible émission-mobilité, qui était destinée à vouloir permettre, peut-être qu'il y a du bien, peut-être qu'il y a du mauvais, je n'en sais rien, d'interdire d'entrer en ville ou dans des périmètres urbains très importants, puisque ça représentait presque 40% de la superficie du territoire national, car ça s'étendait à des intercommunalités, et bien de pouvoir rentrer avec des véhicules qui n'étaient pas critère 1 ou critère 2, autrement dit d'abord principalement surtout des véhicules électriques autorisés, ou des véhicules de la dernière catégorie qui forcément coûtent cher à acheter. Pour chacun d'entre nous, le pouvoir d'achat baisse et acheter sa voiture ou la renouveler, ce n'est pas une opération qu'on fait comme ça. Et cette norme, eh bien les Français l'ont découverte. Mais en fait, ils l'ont découverte peut-être, sans doute, mais elle avait été votée. Elle avait été votée, c'était la loi Barbara Pompili, le 23 août 2021. Vous voyez, il fallait lire le journal officiel ce jour-là où vous allez à la plage, et vous auriez lu dans un texte qui faisait 50 pages qu'il y avait des règles, des normes nouvelles qui allaient s'imposer quelques années plus tard pour interdire aux voitures qui n'étaient pas critère 1 ou critère 2 de rentrer dans les centres-villes. Voilà l'exemple de norme qui irrite nos concitoyens, parce qu'elle s'est faite comment? Elle s'est faite avec leur avis? Certainement pas. Avec la prise de conscience qu'ils en avaient? Certainement pas non plus, puisque plusieurs années plus tard, on a les gueux, mouvement qui a été popularisé par Alexandre Jardin, et qui sont stupéfaits de cette loi qui leur tombe du ciel. Voilà, c'est ça le problème des normes. Tout cela ne démontre-t-il pas finalement la déconnexion existante entre les Français et ceux qui sont censés les représenter? Ah, vous avez raison. Et alors là, bien sûr, ce n'est pas le sujet, moi, de mes recherches. Mais évidemment, je lis régulièrement ce qu'on appelle le baromètre de la confiance politique, et qui est un baromètre qui est d'autant plus intéressant que, d'abord, il est fait par un organisme très sérieux, le CEVIPOF. Ensuite, il est suivi depuis tellement de nombreuses années, avec toujours la même question posée aux Français, qu'il a une valeur véritablement quasi scientifique de l'opinion publique. Et on voit quoi? On voit une dégradation inimaginable de la confiance de nos concitoyens dans leurs institutions, dans la justice, dans les présidents de la République, dans les parlementaires, le maire tire un peu son épingle du jeu par rapport, j'allais dire, à cette situation. La police tire aussi un peu son épingle du jeu. Et vous savez, les Français, ils n'ont pas forcément un doctorat de droit. Et ils n'ont pas forcément fait des super études d'instruction civique. Mais finalement, ils ont un bon sens. Parce que cette perte de la confiance de nos concitoyens dans les institutions publiques, eh bien, de manière subliminale, elle réalise justement ce que l'on parlait tout à l'heure sur l'inflation normative. Elle avait le sentiment qu'il y avait une inflation normative. On ne lui avait pas encore montré les chiffres, mais elle ne s'était pas trompée. L'agriculteur qui doit faire 15 formulaires CERFA pour pouvoir tailler sa haie parce que sur son champ, il faut le faire, eh bien lui, rapidement, il réalise cette suractivité administrative. Le médecin qui doit passer, dit-on en moyenne, selon le Conseil national de l'ordre des médecins, entre 10 et 15 heures par semaine de travail administratif lié à la sécurité sociale, lui, il réalise réellement qu'il y a peut-être probablement un sentiment d'inflation normative, mais certainement aussi une bureaucratie envahissante. Peut-on parler d'inégalité profonde dans le tissu industriel, dans le cas où les petits entrepreneurs auront parfois du mal à remplir les dossiers de subvention et à remplir les cahiers des charges de la même façon que les grands industriels qui optimisent ces dossiers et leur fiscalité? Je pense qu'effectivement, le maquis des normes est de nature à créer à son tour une insécurité juridique qui est source d'inégalité juridique. Alors, ça, évidemment, peut-être je ne peux pas l'objectiver de manière absolue, mais des tas d'exemples le montrent et le prouvent. Par exemple, souvent, les normes créent une perversité. Une forme de perversité est liée à l'attractivité de cette norme. Et des exemples font foison dans l'actualité. Je voyais l'Élysée récemment, par exemple, que l'usine à gaz de MaPrimeRénov', bon, une usine à gaz, peut-être partant encore une fois d'un bon sentiment, je n'en sais rien, mais on met de telles conditions et conditionnalités pour bénéficier de cette prime MaPrimeRénov', que qu'est-ce qui se passe? À la fois, le vrai artisan de BTP, qui en aurait peut-être besoin pour faire profiter de ses clients, lui ne s'en sort pas. Effectivement, parce qu'il faudrait qu'il ait une armada de juristes, d'administratifs, etc. Et il n'a pas le temps quand il est déjà seul plombier ou couvreur, etc. Et à l'inverse, des professionnels, j'allais dire, du droit, de la fraude, etc., vont au contraire prendre du temps, eux, et des moyens pour créer précisément, et récemment, encore une fois, l'actualité, vous verrez ce que je vous dis, c'est tout à fait vrai,
des énormes arnaques à MaPrimeRénov' viennent d'être révélées. Parce que, au contraire, il y a des malins, toujours, dans les normes pour pouvoir s'en sortir et trouver les voies et les issues d'en profiter. Notre pays a un drame, c'est qu'il est drogué à la norme. Quand je dis qu'il est drogué à la norme, c'est-à-dire qu'on a deux choses. On a des entreprises qui se plaignent, et à juste titre, de cette inflation de normes, cette overdose de normes. Et comme, quelque part, un drogué, malheureusement, eh bien, l'inverse est également vrai. C'est-à-dire que, malheureusement, elles vont à leur tour demander de modifier les normes ou de nouvelles normes pour essayer de s'alléger ou de s'exonérer des normes précédentes. Écoutez, l'exemple le plus concret qui vient m'être donné par le président de la République, Emmanuel Macron. Dans mon livre, j'avais raconté dans un chapitre quelque chose sur la loi dite Notre-Dame. Bon, Notre-Dame brûle, etc. Il faut la reconstruire rapidement. Qu'est-ce qu'on fait? L'État propriétaire, parce que l'État est propriétaire de Notre-Dame, se permet de se faire voter, je dis bien de se faire voter, une loi d'exception pour venir exempter la reconstruction de Notre-Dame en 5 ans, en exemptant pendant 5 ans le code de l'urbanisme, le code du patrimoine, un tas de règles et de normes, etc., dont il réalise que s'il était un vrai propriétaire de monuments historiques, il ne pourrait pas faire le chantier en 5 ans. Bon, j'appelle ça une loi de privilège. Dans mon livre, je dis, mais l'État, s'il réalise que pour reconstruire Notre-Dame, en 5 ans, ne peut pas y arriver avec les normes qui s'est imposées, mais qu'il continue d'imposer aux autres, il devrait tirer plutôt en conséquence de simplifier l'intégralité de ces codes et de ces normes, mais pour tous les propriétaires de monuments historiques. Que vient de dire tout récemment M. Emmanuel Macron, notre président de la République? Qu'il réalise qu'effectivement, c'est bien le problème de la France et qu'il va faire 150 projets qui vont bénéficier de la jurisprudence Notre-Dame. Mais pourquoi 150 projets? Mais c'est l'intégralité des entrepreneurs et des Français qui demandent simplement qu'on fasse la même chose pour Notre-Dame, mais à tout le monde. Et parce que, quelque part, nos concitoyens, s'ils ont fait 1789, c'est aussi parce qu'ils ont voulu l'égalité. L'égalité devant la loi, l'égalité devant la République, c'est quelque chose de fort chez nous. Ça fait 2 siècles qu'on l'a. D'abord, on a eu du mal à l'obtenir en 1789, et c'est quelque chose auquel on est très attaché. Aujourd'hui, on ne cesse d'inventer des dérogations aux normes plutôt que de modifier ou supprimer la norme qui s'avère effectivement devenue ingérable. Au sujet de la hausse observée et attendue du prix du pétrole, plutôt que de diminuer les taxes sur le prix du pétrole et ainsi diminuer le prix à la pompe, le gouvernement a créé un cadre administratif qui bénéficiera à une partie de la population. Alors, c'est un excellent exemple. Je ne le connais pas par cœur, évidemment, le dispositif, je l'ai entendu dans la presse. Et déjà tout de suite, effectivement, j'ai réagi en trouvant qu'il était d'une complexité folle, avec des tas de conditions, et qu'il y a une chance sur 3 qu'une personne remplisse la condition. Même qu'une personne pensant pouvoir remplir le dispositif la remplisse parce qu'il lui manquera toujours une case qui ne collera pas. Je dirais que c'est une forme de maladie technocratique. Je n'ai pas de réponse à votre question en dehors de vous dire celle-là. C'est très simple, la problématique de l'énergie, si on peut dire. On sait qu'il y a plus de 55% de taxes sur les produits pétroliers. Mais l'État, drogué aux normes, est également drogué aux impôts. Il ne peut plus arriver à réduire les dépenses. Donc la solution en vérité la plus simple, la plus lisible, elle est connue. La TVA est à 22% sur l'essence. Elle pourrait être baissée, selon les lois européennes, à 15%. Donc l'État pourrait offrir un cadeau fiscal temporaire de 22 à 15. Déjà, ça réduirait. Deuxième point, qui est un peu technique peut-être pour vos auditeurs. Il y a 2 taxes sur les essences et les carburants. Ce qu'on appelle l'accise, voilà, et puis la TVA sur l'accise. C'est-à-dire que rendez-vous compte que les technocrates de Bercy ont inventé l'impôt sur l'impôt. Il fallait le faire quand même. Donc on applique de la TVA sur la partie hors taxe du gazole ou de l'essence, mais également sur la partie fiscale de l'essence ou du gazole qui s'appelle l'accise. Voilà, vous rechercherez pour les auditeurs qui le veulent. Ben, là aussi, les lois européennes permettent de ne pas cumuler. Ça appartient à la réponse de l'État de cumuler ou pas la TVA sur l'accise. Si l'État décidait de l'exonérer, il rendrait par 2 dispositifs un prix du gazole ou de l'essence qui baisserait d'environ
je dis au doigt mouillé, mais dans les 30 centimes à 40 centimes automatiques. Et au lieu de faire ça, il va inventer une usine à gaz. C'est-à-dire qu'on n'a plus de pétrole, mais on a du gaz. On a du gaz dans les administrations et elles savent monter des usines à gaz, des tuyauteries à gauche, à droite, qui redescendent, qui tournent, qui s'enfoncent, etc., dans lesquelles plus personne ne comprend, sauf peut-être quelques chanceux ou quelques malins. Alors, la solution, évidemment, c'est la baisse générale de la fiscalité. Pour ça, ça veut dire que l'État doit diminuer ses dépenses. Et pour ça, et c'est peut-être une remarque que souvent les économistes aujourd'hui n'ont pas, à mon avis, assez creusée, c'est la corrélation qu'il y a entre deux courbes. Je dirais même trois courbes. La courbe des prélèvements obligatoires, la courbe de la dette publique et la courbe de l'inflation des normes. Si vous prenez les trois courbes, vous les emboîtez et vous avez quasiment, je dis bien quasiment, une symétrie de la croissance, des dates à laquelle aussi d'ailleurs les trois se sont mis à croître. Et pourquoi ? Plus vous faites des normes, plus vous obligez quelque part, en tout cas, à ne pas réduire le nombre de fonctionnaires qu'il faut pour les surveiller, pour les créer, pour les modifier, etc. Deuxièmement, vous créez bien sûr des charges, par conséquent publiques, à devoir financer pour pouvoir financer ces fonctionnaires et ces normes. Vous imposez par la même occasion des charges administratives aux entreprises qui sont prises sur les frais généraux pour pouvoir évidemment bien sûr avoir des batteries de juristes ou les incorporer dans le prix de revient comme je l'expliquais tout à l'heure. Donc ça a un effet inflationniste et un effet anticompétitif. À son tour, eh bien pour financer ces normes, il faut de l'impôt. Donc les impôts évidemment ne baissent pas et notamment, je l'explique dans mon livre, là aussi je renvoie à un chapitre où j'explique comment la loi de finances et la loi de financement de sécurité sociale dévoyée ont été des vecteurs de planches à normes. Je renvoie le lecteur à ce chapitre. Et puis évidemment, comme l'impôt à un moment donné ne suffit plus, il faut emprunter. Donc c'est la dette publique. Les trois sont ensemble. Si demain, un président ou une présidente de la République vient dire aux Français, notamment chez l'entreprise, je vais baisser les prélèvements obligatoires ou je vais baisser la dette, et qu'il ne baisse pas les trois ensemble, ou en tous les cas qu'il ne baisse pas la pression normative, eh bien vous pourrez vous dire que c'est une fumisterie ou une supercherie, au choix. Certains ministères voient leurs ministres se succéder à une grande vitesse, comme le ministère de l'Éducation qui en a vu passer 8 depuis le début du mandat d'Emmanuel Macron. Pourtant, chacun de ces ministres ont créé de nouvelles lois, entendant afficher leur méthode. Les lois servent-elles de prétexte pour montrer l'action du gouvernement ou celle des partis politiques à l'Assemblée ? Alors, parmi les causes, effectivement, qui sont à l'origine de l'inflation normative, il y a la technocratie et le technocratisme, ça c'est indéniable. Il y a aussi une forme de clientélisme dont les hommes et femmes politiques, évidemment, sont friands. Ils sont ministres, il faut qu'ils justifient d'être ministres par l'ajout de leur nom, qui restera peut-être à la postérité d'une loi. Pour connaître un petit peu cette question de l'intérieur, la première des choses que fait un ministre quand il prend ses fonctions, c'est demander à ses fonctionnaires, y a-t-il pas un texte à prendre pour pouvoir évidemment, bien sûr, montrer que je travaille et que j'existe. C'est indéniable. Est-ce que c'est propre à la France ? Je n'en sais rien. Est-ce que c'est un mal français ? En tous les cas, le fait est qu'en France, peut-être, il est plus marqué qu'ailleurs. Parce que je dirais que ce qui se passe aussi en France, c'est qui est peut-être différent de certains autres pays européens ou de certaines autres démocraties, notamment aussi la démocratie américaine, c'est la trop grande proximité qu'il y a entre l'exécutif et le pouvoir législatif. Les deux sont imbriqués. Ça, c'est un phénomène qui est très franco-français. Bon, aux États-Unis, par exemple, c'est la bagarre entre le Congrès et l'exécutif. Bon. Et c'est une bagarre qui, en général, est compliquée puisqu'il y a un mi-mandat, ce qu'on appelle le mid-term. Donc, en réalité, les présidents des États-Unis, qui peuvent paraître les plus puissants du monde, sont presque des nains par rapport aux présidents de la République de la Ve République française, qui, eux, ont des mandats de 5 ans et qui, alors, jusqu'à la dissolution de 2024, je fais juste une petite remarque, évidemment, de l'ordre de sciences politiques, mais jusqu'à la dissolution de 2024, ont vécu sur des emboîtements complets entre la majorité présidentielle et la majorité législative. Il s'est produit quoi ? Il s'est produit ce que j'ai découvert aussi dans mes recherches, dans mes travaux, que j'explique dans mon livre, une forme de planche à normes sans contrôle, sans limite. Et pour vous donner une petite illustration de ce presse-bouton que sont devenus malheureusement nos députés, un peu moins nos sénateurs, parce que les sénateurs souvent sont dans une position d'opposition législative, mais une opposition qui ne compte pas. Parce que la 5e, c'est une Rolls.
C'est une véritable Rolls qui a été faite pour, évidemment, bien sûr, traverser toutes les routes, tous les intempéries, faire des kilomètres, etc. Mais elle avait été voulue par le général de Gaulle comme étant, malgré tout, tempérée par le référendum, par exemple, dont il associait éventuellement sa volonté de se démettre des fonctions si jamais eh bien, le peuple ne lui donnait pas sa confiance. Comme je le montre dans mes travaux, la pente normative du général de Gaulle, du septennat, de Georges Pompidou jusqu'à Valéry Giscard d'Estaing, c'est une petite côte, une toute petite côte, à peine auvergnate, comme pouvait l'être le président de la République, Georges Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing. Mais après, entre les mains de nouveaux présidents de la République, à partir de 1981, ils ont transformé la Rolls en Ferrari. Et un exemple concret, peut-être qui va vous illustrer cela, même si c'est un peu technique. Les lois, normalement, doivent être votées en 2 lectures à chaque assemblée. L'Assemblée nationale, ça part au Sénat. Du Sénat, ça repart à l'Assemblée nationale. De l'Assemblée nationale, ça repart au Sénat. Il ne faut pas avoir dans cette navette qu'on appelle un ralentissement ou une procédure lente. Au contraire, c'est une procédure de mûrissement des textes et aussi de meilleur consensus, d'abord entre les 2 chambres, et de meilleur consensus entre les députés et entre les sénateurs pour aboutir à une loi dont ils savent qu'elle sera la plus proche de leurs concitoyens qu'ils voient en circonscription le samedi et le dimanche. J'ai fait le calcul. Entre 2002 et 2025, les lois dites en urgence, c'est-à-dire en procédure d'urgence, où on dispense, le gouvernement a la possibilité, article 45 de la Constitution, de dispenser une des 2 lectures, eh bien c'est 50% des lois. Et quand je citais tout à l'heure la loi Barbara Pompili, qui va être celle à l'origine de laquelle, excusez du peu, c'est elle qui décide des ZAN. Alors les ZAN, c'est une manière d'empêcher en grande partie les nouvelles zones industrielles ou zones artisanales qui se créent dans nos communes rurales ou périurbaines ou urbaines. Deuxièmement, la DPE. La DPE, c'est le diagnostic énergétique que maintenant tout propriétaire d'appartement ou de maison individuelle doit faire pour lui-même d'ailleurs, pour son assureur ou surtout s'il veut se mettre à louer ou à relouer. Et puis troisièmement, les ZFE-M dont j'ai parlé tout à l'heure. Ce texte, dites-vous bien qu'il a été voté en extrême urgence. Quelle urgence y avait-il? 100 pages de normes extrêmement complexes? Non, il aurait fallu que le Parlement prenne son temps. Alors, l'abus de pouvoir est effectivement toujours à l'origine de ces problèmes, de ces dysfonctionnements. C'était déjà Montesquieu qui le disait. Eh bien, il ne s'était pas trompé. Et nous sommes dans une forme d'abus de pouvoir aujourd'hui, technocratique, politicien, qui est à la cause et l'origine peut-être de cette inflation normative. Peut-on attribuer aux hommes de loi cette maxime « Les hommes savent ce qu'ils font, mais ils ne savent pas ce que fait ce qu'ils font ». C'est tout à fait vrai. Et d'ailleurs, on l'illustre d'une manière très concrète. En 2009, pour prendre modèle sur les efforts qu'avaient d'autres pays de l'Union européenne en matière de freins normatifs, notamment je pense à la Grande-Bretagne et à l'Allemagne, on a introduit ce qu'on appelle les études d'impact. La bonne volonté est effectivement de dire on ne va pas créer une nouvelle norme sans vérifier par une étude dite d'impact si elle est positive, si elle coûte cher, si elle coûte pas cher, si elle est complexe, si elle est bureaucratique, etc. Mais l'enfer est pavé de bonnes intentions, c'est une autre expression aussi qui est bien connue et bien comprise. C'est que les politiques ou les fonctionnaires qui créent ces normes et qui font ces études d'impact, ce sont eux qui les font eux-mêmes. Autrement dit, ils s'auto-justifient, ils font des études d'impact pro domo, alors que la fausse imitation de ce qui se faisait en Grande-Bretagne ou en Allemagne, c'est qu'en Grande-Bretagne et en Allemagne, c'est un organisme extérieur au Parlement qui fait l'étude d'impact préalable des futures normes. Et là, on a un regard extérieur et indépendant qui vient pouvoir dire, comme le contrôle Normenstat en Allemagne, eh ben non, ça ça marche pas, ça coûte trop cher, ou en tout cas ça va coûter cher. Si on le fait, il faut que vous sachiez que ça va coûter 10 centimes de plus qui va s'incorporer dans les produits industriels ou dans les produits agricoles. Donc voilà, nous mettons en garde. En France, nous n'avons pas ça. Donc effectivement, je suis d'accord avec vous. En quelque sorte, la norme, elle rase gratis, alors qu'en réalité, elle ne rase pas gratis.